Il y en a un certain nombre qui ont été envoyés à Trois-Rivières, puis à Montréal. On parle d'une quarantaine, accueillis ici même à la Maison Saint-Gabriel par Marguerite Bourgeois. Elles étaient accueillies par des communautés religieuses, comme les Ursulines à Québec ou la Congrégation de Notre-Dame ici à Montréal, mais aussi dans certaines familles plus fortunées, évidemment, qui avaient les moyens de subvenir aux besoins de ces immigrantes pendant un certain temps, le temps qu'elles puissent trouver à se marier. Marie Hubert, semble-t-il, est allée demeurer chez André Coudray et son épouse, qui demeurait à Charlebourg, qui s'était mariée en 1665, qui n'avait pas eu d'enfant. Donc, c'était quand même un couple idéal pour où pouvait demeurer une fille du roi à cette époque-là. Et, parallèlement, Nicolas Fournier, qui, lui, venait de Maran, près de La Rochelle, qui était un engagé de 36 mois, qui est arrivé en 1664, qui a fait 2 contrats d'engagement, donc il était prêt à se marier en 1670, et donc il demeurait, lui aussi, à Charlebourg. Je pense qu'on tenait d'abord une rencontre de groupe. Probablement chez les Ursulines. Et là, les hommes qui recherchaient une femme se rendaient là. Et là, toutes les filles du roi qui venaient d'arriver étaient, à cette occasion-là, étaient présentes. Et là, donc, on faisait connaissance les uns les autres. Et quand il y en avait une qui faisait, qu'on trouvait de notre goût, l'homme alors pouvait se présenter à une religieuse ou à Madame Bourdon puis dire, bon, moi, je serais intéressé à fréquenter cette jeune fille. L'amour joue pas un rôle très important. L'amour est secondaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mariage d'amour, mais c'est vraiment exceptionnel. Il y a des coups de foudre. Les garçons et les filles étaient jeunes, ils pouvaient se trouver charmants, comme dans toutes les époques. Et je crois qu'il y a eu des mariages où on était extrêmement enthousiaste, d'autres où on l'était moins, où on ne faisait pas exprès pour épouser quelqu'un qui nous paraissait tout à fait hostile ou rébarbatif. La première fois qu'il est venu veiller, il s'est assis ici. Moi, je le voyais bien que vous étiez fait pour vous entendre. Tu te souviens la première fois qu'il t'a embrassé? Sur le jour. J'ai fait semblant de regarder quelque chose dehors et de ne rien voir. Tu faisais une bien mauvaise chaperonne. Il n'a pas mis beaucoup de temps à faire sa demande. Et tu n'as pas mis beaucoup de temps à accepter? On sent que c'est elle qui avait le gros bout du bâton, qui avait le choix d'un conjoint, et on le voit par le nombre de contrats de mariage qu'elles ont signés. La plupart en ont signé un, mais 15 % en ont signé au moins 2, sinon même 3. C'est que les filles du roi changeaient parfois d'idée. Avant de passer chez le notaire, elles voulaient être sûres d'avoir le meilleur candidat possible. Marie de l'Incarnation nous dit que les hommes qui étaient privilégiés, c'est ceux qui avaient déjà une habitation, qui avaient déjà une maison ou une terre qu'ils avaient commencé à défricher. Donc, c'était pour elles un meilleur parti. À
À l'inverse, quel était le parti le plus intéressant pour les hommes? On peut penser que l'important, c'était d'avoir une femme. Le critère de beauté physique ne devait pas tellement jouer. Le 8 septembre 1670, Marie Hubert et Nicolas Fournier, dans la résidence d'André Coudray, devant le notaire Paul Vachon, passent un contrat de mariage, et c'est un contrat de mariage typique. C'est le contrat de mariage que tous les filles du roi passent, où ils disent qu'ils apportent leur dot et que le mari s'engage à protéger la future épouse et s'engage au partage des biens, etc. Il faut savoir que le notaire Paul Vachon a une écriture assez difficile, et la plupart des paléographes ont eu assez de difficulté à lire certains contrats de mariage de l'époque. Marie Hubert et Nicolas Fournier ont eu des fréquentations vraiment très courtes, moins de 2 mois. Habituellement, c'était 4 à 5 mois, parfois même jusqu'à 1 an. Ils se sont mariés le mardi 30 septembre 1670. Le mariage était très réglementé à l'époque. On ne se mariait pas n'importe quand, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de périodes, certaines longues, certaines courtes, où il était absolument interdit de se marier. On ne peut pas se marier pendant l'Avent, ni pendant le carême. Sauf si on a une dispense. Et pour avoir une dispense, habituellement, il fallait payer. Mais il semble qu'il y a un certain nombre de filles du roi qui l'ont obtenu, cette dispense-là, puisqu'il y a 5 % des mariages qui se font pendant l'Avent. On se marie habituellement septembre, octobre, novembre. Surtout novembre, qui est la fin des récoltes. Et c'est vraiment la période, et c'est normal aussi, les bateaux arrivent juin, juillet ou septembre. Donc, on a 2 mois, 3 mois, et on arrive au mois de novembre. Dans la semaine, on ne se mariait pas n'importe quel jour. Puisque le vendredi est un jour maigre, on ne peut pas se marier le dimanche. Le samedi, eh bien, c'est souvent la veille du dimanche et c'est coincé entre le vendredi et le dimanche. Et les noces duraient souvent 2 ou 3 jours. Alors, donc, on se mariait en début de semaine, le lundi et le mardi, pour que ça puisse durer. Sous l'Ancien Régime, le mariage était l'occasion pour la parenté de se rassembler, de fêter un événement heureux. Dans le cas des filles du roi, la parenté était très limitée, évidemment, puisque c'était des immigrantes et il y avait très peu de leur famille, évidemment. Mais il est arrivé à l'occasion que quelqu'un soit présent. Mais en général, c'était des immigrants qui ne pouvaient compter que sur leurs amis. Parfois, des connaissances assez récentes. Ça pouvait être des gens qu'ils avaient connus sur le bateau. Pour les autorités, c'était aussi l'occasion de montrer toute l'importance que l'on accordait à cet événement-là. Donc, on a pu constater la présence de Jean Talon à l'occasion de certains mariages ou du gouverneur de Frontenac. Donc, c'était vraiment un événement important et qui, finalement, venait consacrer la survie de la colonie. Marie Hubert a dû avoir tout un choc quand elle est arrivée sur les lieux qu'elle allait habiter. L'endroit devait être magnifique, mais la maison construite par Nicolas n'était probablement à ce moment-là qu'une vulgaire cabane qu'elle a dû trouver bien petite et bien isolée des autres habitations. Il y avait un petit lopin de terre, défriché et fauché. Avec de la chance, il y avait peut-être une vache et quelques poules, probablement pas plus. Le jardin est trop grand maintenant. Ça me demande beaucoup trop de travail. Moi aussi. Mais il me donne de quoi nourrir mes enfants pendant tout l'hiver. Dire que je n'avais jamais même semé une seule fève avant d'arriver en Nouvelle-France. Et encore moins branché un arbre.
ni enlever de souches. Les souches qui vous déchirent les mains et vous arrachent le cœur. Et les pierres aussi. Le travail ne manque jamais sur une terre. Mais on y est chez soi. Marie Hubert et Nicolas Fournier ont entrepris la culture de la terre. Ils étaient fermiers. Donc, ils ont développé un lopin de terre. C'était de l'agriculture de survivance qu'on faisait à l'époque. On vendait quelque peu son blé ou sa marchandise pour acquérir des outils, pour acquérir des choses qui venaient soit des Antilles, le sucre ou d'autres aliments qui étaient nécessaires à la vie à l'époque. Habituellement, la maison, c'est une toute petite maison. 6 mètres par 8, une seule pièce où tout se passe. C'est là que l'on mange, c'est là que l'on dort, c'est là que l'on fait les enfants, c'est là que l'on accouche, c'est là que l'on meurt. Et dans cette maison-là, qui est habituellement un grenier où on conserve les légumes, où on conserve le blé, dans cette maison-là aussi, il y a un âtre où l'on va faire cuire les aliments. Il y a une crémaillère où il y a un chaudron, habituellement. Au début, le couple mange sur un simple coffre à linge. On a éventuellement une table pliante, quelques chaises rudimentaires et une huche où on pétrit et où on conserve le pain. Le seul meuble imposant, c'était le lit cabane, fermé par des portes ou des rideaux. Alors, quand on sait qu'à l'époque, les gens ont peur de se laver, ont peur de l'eau, et donc on se lave très peu, il faut s'imaginer que derrière les rideaux, derrière les portes fermées, il y avait une certaine senteur, mais on dit que la femme aime l'homme qui sent. Plus le bouc pue, plus la chèvre l'aime. Un proverbe de l'époque. L'habillement de ces paysans était aussi très rudimentaire. Les hommes portaient une chemise de grosse toile qui leur descendait jusqu'à mi-cuisse. Ils enfilaient par-dessus une veste qui était ample pour ne pas gêner leurs mouvements pendant le travail. La femme aussi portait cette chemise de toile de lin, tellement rugueuse qu'aujourd'hui on aurait la peau irritée si on portait un tel vêtement plus d'une demi-heure. Nicolas Fournier et Marie Hubert, à partir de leur mariage en 1670 jusqu'en